4 hélicoptères, 4 machines françaises lâchées dans le ciel brûlant des Émirats arabes unis pour réaliser ce qu'aucune autre puissance occidentale n'avait jamais osé tenter dans l'histoire militaire moderne. Pulvériser systématiquement les essaims de drones iraniens à coups de canon de 30 mm, à une cadence et pour un coup qui transforme chaque interception en démonstration de supériorité technologique française. Le lundi 30 mars 2026, dans les colonnes de l'hebdomadaire parisien Le Point, le chef d'état-major de l'armée de terre française, le général Pierre Schill, a fait une annonce qui a immédiatement résonné dans toutes les capitales du monde arabe et bien au-delà. L'aviation légère de l'armée de terre venait de déployer en avant-poste sur la base aérienne 104 d'Al Dhafra, près d'Abu Dhabi, 4 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque EC-665 Tigre. 4 appareils seulement, mais 4 appareils choisis avec une précision chirurgicale par le commandement français, parce qu'ils représentaient la seule réponse parfaitement calibrée à la menace iranienne qui paralysait jusqu'alors toutes les autres armées de la coalition. Pour comprendre l'ampleur du tour de force réalisé par Paris, il faut prendre la mesure de la situation tactique dans le Golfe Persique au printemps 2026. Depuis le déclenchement des hostilités contre Téhéran, le 28 février, les gardiens de la révolution islamique avaient lancé des centaines, puis des milliers de drones suicides contre les installations militaires américaines, britanniques, émiraties et françaises présentes dans la région. Les statistiques étaient écrasantes. Selon les chiffres compilés par les ministères de la Défense des États du Golfe et publiés début mars, les seuls Émirats arabes unis avaient absorbé en l'espace de 8 jours plus de 1400 drones et plus de 200 missiles iraniens, soit plus de la moitié de toutes les attaques recensées dans toute la coalition. Téhéran misait sur la quantité brute, sur la saturation des défenses ennemies, sur l'idée que même un armement primitif lancé en masse finirait par percer la protection occidentale la plus sophistiquée. C'est précisément à ce moment que les stratèges français de la rue Saint-Dominique ont déployé leur génie tactique. Pendant que les autres armées de la coalition s'épuisaient dans des batailles de saturation conventionnelles, Paris a compris quelque chose que personne d'autre n'avait encore osé formuler à voix haute. Pour battre une menace asymétrique massive, il fallait inventer une réponse asymétrique tout aussi massive. Pas une nouvelle génération de missiles ultra coûteux, pas un système anti-aérien hors de prix, mais une plateforme déjà existante, déjà maîtrisée, déjà capable d'effectuer le travail avec une économie de moyens absolument inégalée. Et la France était la seule nation occidentale à disposer dans ses hangars d'une telle machine. Parce que la France était la seule à avoir investi pendant 4 décennies dans le développement d'un hélicoptère de combat conçu dès l'origine pour la chasse multidimensionnelle. L'arme parfaite portait un nom qui en lui-même contenait déjà toute la promesse du résultat. Tigre. Une machine née dans les bureaux d'études français d'aérospatiale à Marignane, sous le ciel ensoleillé de la Provence, et fabriquée à coups d'innovations technologiques qui faisaient blêmir les ingénieurs concurrents de Boeing et de Lockheed Martin. Une machine équipée d'une tourelle THL-30, armée du redoutable canon Nexter M781, capable de cracher jusqu'à 720 obus par minute avec une précision millimétrique. Une machine qui transportait à son bord 450 munitions calibre 30 mm, soit assez pour vaporiser littéralement des dizaines de drones iraniens lors d'une seule mission. Et chaque obus tiré coûtait à l'État français quelques dizaines d'euros à peine. Chaque drone iranien anéanti coûtait à Téhéran 20 000 $ d'investissement perdu. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'équation économique du conflit basculait définitivement en faveur des démocraties occidentales. Et c'était la France qui imposait cette nouvelle règle. Dans les états-majors alliés à Abu Dhabi, l'annonce du déploiement français provoque immédiatement une vague d'admiration silencieuse. Les officiers britanniques, qui faisaient décoller leurs Eurofighter Typhoon depuis la base d'Al Udeid au Qatar pour des patrouilles de longue durée et de coûts élevés, demandent aussitôt à observer les méthodes françaises. Les officiers émiratis, hôtes du dispositif allié et premières victimes des frappes iraniennes, accueillent les équipages de l'aviation légère française comme des sauveurs venus de Provence. Et à Téhéran, dans les bunkers fortifiés où les généraux des gardiens de la Révolution analysent les rapports de renseignement, l'arrivée de la machine française provoque une panique mal dissimulée. Parce que les drones Shahed 136
fierté désespérée de l'industrie militaire iranienne, s'apprête à découvrir qu'ils ne sont rien d'autre que des cibles d'entraînement pour l'élite des pilotes du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Le ridicule cosmique de la situation iranienne va devenir évident dans les jours qui suivent. Une nation qui a investi des milliards dans un arsenal de drones suicides pour terroriser ses voisins, pulvérisé par seulement 4 hélicoptères français armés d'une pièce d'artillerie dont la conception remonte aux années 80. La leçon que Paris s'apprête à infliger à Téhéran sera retenue pendant des décennies. L'histoire de cette suprématie française commence bien avant la guerre contre l'Iran, dans une salle de dessin industriel des bureaux d'Aérospatiale, en plein cœur de la Provence, au printemps de l'année 1984. À cette époque, la République prend une décision stratégique d'une audace prodigieuse. Plutôt que d'acheter sur étagère un appareil américain, comme la quasi-totalité des armées européennes le faisait à l'époque, la France choisit de financer le développement intégral d'un hélicoptère de combat entièrement nouveau, conçu de A à Z par ses propres ingénieurs, fabriqué dans ses propres usines et destiné à porter pour les décennies à venir le drapeau tricolore sur tous les théâtres d'opération de la planète. Le contrat de développement est signé en novembre 1989, après plusieurs années de travaux préparatoires intensifs. Les ingénieurs français s'installent dans les ateliers historiques de Marignane, près de Marseille, et dans l'usine sœur de Donauwörth, en Bavière. Les commandes affluent. La France commande 80 exemplaires pour son aviation légère de l'armée de terre. Une promesse colossale qui engage la République sur plus de 40 ans d'innovation continue. Le défi technique que les équipes provençales doivent relever fait rêver toute l'industrie aéronautique mondiale. Construire un appareil capable de voler à ras le sol entre les arbres, de résister aux tirs de l'artillerie antiaérienne ennemie, de neutraliser un blindé à plus de 4000 mètres de distance avant même d'être détecté par ses sensors, et de survivre à un face-à-face avec les redoutables 1024 Hind soviétiques. La solution imaginée par Aérospatiale est tout simplement révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique européenne, un hélicoptère de combat va être construit presque intégralement en matériaux composites. Le fuselage entier sera fabriqué à 80% en fibre de carbone et en Kevlar tressé, selon des techniques empruntées aux constructeurs français de voiliers de course de l'Atlantique et adaptées par les ingénieurs de Marignane à la résistance balistique militaire. À poids égal, la structure obtenue est 2 fois plus solide qu'un fuselage classique en aluminium riveté. Lorsqu'un projectile ennemi frappe l'appareil, les fibres de carbone ne se déchirent pas en éclats meurtriers comme le métal. Elles absorbent l'énergie localement, se déforment de quelques centimètres et laissent la machine continuer son combat comme si rien ne s'était passé. Les ingénieurs français vont encore plus loin. Les réservoirs de carburant reçoivent une technologie d'auto-obturation balistique d'une sophistication sans équivalent au monde. Lorsqu'une balle perfore la paroi souple du réservoir, un matériau caoutchouteux spécifiquement développé par les laboratoires français se dilate instantanément au contact du carburant et referme la perforation en quelques secondes. L'appareil ne perd pratiquement pas une goutte. Mieux encore, la boîte de transmission principale, élément vital de tout hélicoptère, est conçue par les bureaux d'études provençaux pour continuer à fonctionner pendant 1 heure entière sans la moindre goutte d'huile de lubrification. Aucun autre hélicoptère de combat au monde, pas même le célèbre AH-64 Apache américain, pourtant adoré par le Pentagone, ne peut se vanter d'une telle capacité de survie en combat. Les pilotes français se retrouvent avec une machine qui peut littéralement encaisser des dizaines d'impacts ennemis et continuer à voler vers son objectif comme si elle sortait d'usine. Et puis il y a cette caractéristique légendaire que les pilotes d'essai français adorent démontrer dans les salons aéronautiques internationaux, à la stupéfaction totale des observateurs étrangers. Le Tigre est le seul hélicoptère de combat occidental physiquement capable d'effectuer une boucle aérienne complète, figure acrobatique normalement réservée aux avions de chasse à réaction. Aucun Apache américain, aucun 1028 russe Avok, aucun Kamov 52 Alligator ne peut imiter cette prouesse. La combinaison du rotor à 4 pales sans articulation, des commandes de vol électriques à triple redondance et de la masse extrêmement réduite permise par les composites provençaux donne aux pilotes français
une supériorité aérienne unique sur la planète. Dans un combat réel, cette capacité acrobatique permet d'effectuer des esquives qu'aucun missile portatif sol-air ennemi ne peut anticiper. La machine française danse littéralement dans les airs, là où ses concurrentes américaines et russes peinent à manœuvrer. Le premier prototype français décolle pour son vol inaugural le 27 avril 1991 depuis l'aérodrome de Marignane, sous les applaudissements des ouvriers d'Aérospatiale rassemblés sur le tarmac provençal. Ce jour-là, la République venait de prouver au monde entier que l'industrie aéronautique française était capable de concevoir, sans aide américaine et sans technologie importée, un appareil de combat d'une sophistication absolument inégalée. Le chemin vers la suprématie tactique française dans le ciel des théâtres d'opérations modernes commençait officiellement à cet instant précis. Le baptême du feu de la machine provençale arrive très exactement 18 ans après le vol inaugural de Marignane. Le 26 juillet 2009, à l'aéroport international de Kaboul, les roues des 3 premiers Tigres jamais envoyés en zone de guerre touchent le tarmac afghan après un voyage spectaculaire à bord d'un Antonov 124 affrété spécialement par le ministère français de la Défense. Les appareils proviennent du 5e régiment d'hélicoptères de combat stationné à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette unité béarnaise d'élite qui avait été choisie 2 ans plus tôt pour devenir la première en France à recevoir officiellement le tout nouveau fleuron de l'aviation légère. Formés pendant 2 années intensives sous l'autorité du colonel Gilles Daricot à Pau, les équipages français savent qu'ils s'apprêtent à écrire une page historique de la puissance militaire nationale. Le chef d'état-major de l'armée de terre de l'époque, le général Elric Irastorza, prononce la déclaration de capacité opérationnelle initiale seulement 12 jours après l'arrivée. La capacité opérationnelle complète suit 4 jours plus tard, après 50 heures de vol intensif, dont 20% effectués de nuit, dans les conditions les plus exigeantes que peut offrir le théâtre afghan. Les pilotes français décollent dès leur première patrouille vers les vallées montagneuses de la province de Kapisa et du district de Surobi, ces zones où les talibans tendent des embuscades aux convois logistiques de la coalition occidentale. La machine provençale opère depuis 3 bases avancées au nom désormais légendaire dans les récits des vétérans français, Nijrab, Surobi et Tora. Elle escorte les transports de troupes, protège les évacuations sanitaires d'urgence, suppresse les positions de tireurs embusqués, détecte les dispositifs explosifs artisanaux enterrés sous les pistes par les insurgés et couvre les commandos lors des opérations de recherche et de sauvetage les plus risquées. Les résultats vont stupéfier la communauté militaire internationale tout entière. Là où les analystes étrangers prédisaient des pannes électroniques massives, des incidents mécaniques en chaîne et un effondrement rapide de la disponibilité opérationnelle dans la poussière abrasive de l'Hindoukouche, le Tigre français affiche un taux de disponibilité record de 90% pendant toute la durée de son déploiement. 90%. Un chiffre qui n'a tout simplement aucun équivalent dans toute l'histoire de l'aviation de combat occidentale en théâtre extérieur. Dans un environnement où la température passe de -20 degrés la nuit à +45 en plein jour, où les tempêtes de sable détruisent habituellement les turbines d'hélicoptères en quelques semaines à peine, la machine conçue par les bureaux d'études de Marignane tient bon avec une régularité de chronomètre suisse. En juillet 2010, soit exactement 1 an après l'arrivée, le détachement français franchit la barre symbolique des 1000 heures de vol opérationnel. Les officiers américains de la base aérienne de Bagram, qui jusqu'alors ne manquaient jamais une occasion de tester la fiabilité réelle des équipements européens, commencent discrètement à approcher les mécaniciens français pour leur poser des questions techniques toujours plus précises. Au même moment, à plus de 3000 km à l'ouest de Kaboul, une autre histoire de gloire française est en train de s'écrire. Le gouvernement français décide d'intervenir militairement en Libye contre le régime sanguinaire de Mouammar Kadhafi. L'opération Harmattan est lancée par décision personnelle du président de la République. 2 tigres français embarquent immédiatement à bord du navire d'assaut amphibie Tonnerre, appartenant à la Marine nationale et appartenant à la classe Mistral. C'est une première absolue dans toute l'histoire militaire de la République. Jamais auparavant, un hélicoptère de combat tricolore n'avait opéré depuis un bâtiment de guerre dans des conditions opérationnelles réelles. Les appareils passent près de 5 mois en mer Méditerranée, naviguant le long des côtes libyennes,
attendant l'ordre d'engagement. Le 4 juin 2011, l'ordre tombe enfin. Les équipages du 5e régiment de Pau lancent leur première frappe nocturne sur les positions libyennes fidèles à Kadhafi, aux côtés des Apaches britanniques de l'armée de Sa Majesté. Et là, sur les radars alliés et dans les comptes rendus des observateurs militaires, les pilotes français vont littéralement écraser leurs collègues britanniques en termes de précision, de réactivité et d'efficacité opérationnelle. Les cibles libyennes sont pulvérisées avec une précision qui laisse les analystes anglais sans voix. Les tigres français rentrent au tonnerre mission après mission, leurs munitions dépensées avec une économie chirurgicale, leurs canons brûlants encore fumants après les engagements. Ce soir-là, à bord du navire amphibie, alors que les mécaniciens préparent les machines pour la rotation suivante, plus personne dans la flotte alliée n'ose encore douter de la suprématie technologique française dans le domaine de l'hélicoptère de combat moderne. Mais c'est dans les sables brûlants du Sahel, à des milliers de kilomètres au sud des théâtres précédents, que la machine provençale va véritablement entrer dans la légende militaire française. Le 11 janvier 2013, le président de la République François Hollande annonce à la télévision nationale le lancement de l'opération Serval, une intervention d'urgence destinée à stopper net les colonnes djihadistes affiliées à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui déferlent sur le nord du Mali. En quelques heures, les ordres sont transmis à l'aviation légère de l'armée de terre. Les hélicoptères de combat doivent partir immédiatement pour Bamako. Les chaleurs extrêmes sahéliennes dépassent régulièrement les 50 degrés à l'ombre. Les tempêtes de sable rouge recouvrent les aires de stationnement en quelques minutes seulement. Et les distances opérationnelles à parcourir sont colossales. Plus de 1500 km séparent parfois une base arrière française d'une zone d'engagement réelle. Au milieu de ce désert impitoyable, les équipages français installent méthodiquement leur centre d'opération principal dans la ville historique de Gao, ancienne cité caravanière des sultans Songhai. La tactique adoptée par les pilotes du 5e régiment est radicalement nouvelle dans toute l'histoire de l'aérocombat moderne. 2 tigres et 5 mécaniciens sont projetés en avant-poste dans la profondeur du désert, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de toute installation militaire française, avec pour seul matériel ce que peut emporter un unique hélicoptère de transport. Les équipes opèrent en autonomie complète pendant des périodes pouvant atteindre 2 semaines entières, survivant sur des rations militaires, dormant sous des bâches tendues entre les rotors et réparant leurs machines à la lumière des phares d'un véhicule tout-terrain. Aucune autre armée occidentale, ni américaine, ni britannique, ni allemande, ne projette ces hélicoptères de combat dans des conditions aussi spartiates et aussi rapprochées de la première ligne. La France invente littéralement un nouveau concept d'emploi de l'aérocombat moderne, et ce concept porte un nom officiel dans les manuels du commandement, le groupement tactique désert aérocombat. C'est dans ce contexte qu'intervient l'épisode légendaire qui résume à lui seul toute la suprématie tactique française. La nuit du 13 au 14 juin 2019, dans le cadre de l'opération Aconite, lancée dans la région du Liptako, un véritable foyer de groupes terroristes armés. Près de 20 hélicoptères français sont déployés simultanément. Une patrouille mixte de gazelles de reconnaissance et de tigres d'attaque traque depuis plusieurs heures un groupe d'une dizaine de djihadistes repérés dans une forêt isolée par un drone de surveillance. Au moment de l'engagement, un événement dramatique survient. Le moteur d'un gazelle français tombe brutalement en panne. La machine touche violemment le sol, glisse longuement dans la poussière, se retourne et prend feu. Les 3 membres d'équipage survivent miraculeusement à l'impact, mais ils sont blessés, désorientés et entourés par un essaim de combattants ennemis qui convergent immédiatement vers le point de crash dans l'obscurité totale. Le commandant du Tigre voisin, dont le nom de code dans les rapports militaires reste Paco, prend une décision qui va devenir un cas d'école dans toutes les écoles d'aviation militaire de l'Hexagone. Sans la moindre hésitation, il ordonne à son pilote de poser l'appareil immédiatement. Moins de 90 secondes après le crash du Gazelle, le Tigre français se pose à seulement 30 mètres des débris en flammes, rotor toujours en mouvement, prêt à redécoller à tout instant si les djihadistes ouvrent le feu. La procédure d'extraction nommée Tigrex, développée par les pilotes français lors du déploiement afghan, permet normalement de sauver 2 hommes accrochés aux marchepieds latéraux de l'appareil grâce à une sangle de survie
passé autour de la jambe du train d'atterrissage. Mais cette nuit-là, dans le désert malien, les rescapés sont au nombre de 3. 3 blessés à embarquer en pleine zone hostile, avec des terroristes qui approchent à chaque seconde qui passe. Paco prend une décision qui défie toute la doctrine officielle. Tant pis pour les règlements. Les 3 survivants seront évacués ensemble, accrochés simultanément au flanc de l'appareil. Le Tigre redécolle, surchargé, ses 3 passagers d'urgence agrippés à la structure extérieure, et s'arrache dans la nuit malienne avant même que les premiers tirs ennemis ne déchirent l'air. Au lever du jour, l'opération militaire bascule définitivement en faveur des Français. Le feu coordonné des Tigres et des Gazelles écrase méthodiquement les positions djihadistes. 30 combattants ennemis sont neutralisés en quelques heures de combats aériens intenses. Et ce n'est qu'un épisode parmi des dizaines d'autres triomphes accumulés par les pilotes français pendant la décennie sahélienne. Le 21 décembre 2019, lors d'un raid héliporté massif dans la forêt d'Ouagadou, à 150 km de Mopti, 33 terroristes sont neutralisés en quelques heures par les commandos, appuyés par les hélicoptères du 5e régiment. Entre le 20 décembre 2019 et le 5 janvier 2020, plus de 50 combattants sont éliminés dans la région de Mopti au cours d'opérations coordonnées successives. Le 12 novembre 2020, près de la ville de Niaki en plein cœur du Mali, 4 Mirage 2000, 4 Tigres et 3 Caïmans transportant des commandos de montagne anéantissent une trentaine de djihadistes et confisquent des dizaines de motos ennemies. Année après année, mission après mission, les pilotes français accumulent une expérience opérationnelle absolument unique au monde, dans des conditions de combat asymétriques que pratiquement aucune autre nation occidentale n'aurait accepté d'affronter sur la durée. L'expérience accumulée pendant cette décennie de combats sahéliens va se révéler littéralement irremplaçable au moment où la République décide de réorienter sa puissance aérienne vers de nouveaux théâtres stratégiques jugés prioritaires pour la défense des intérêts vitaux nationaux. Les pilotes provençaux quittent leurs bases africaines avec dans leur carnet de vol des heures de combat dont aucun autre équipage occidental ne peut se prévaloir. Et le destin militaire français leur offre presque immédiatement un terrain d'application infiniment plus stratégique que les déserts du Sahel. Car de l'autre côté du monde arabe, à plusieurs milliers de kilomètres à l'est de Bamako, dans les eaux brûlantes du golfe Persique, une nouvelle menace se prépare. Une menace qui va exiger précisément le savoir-faire que les pilotes du 5e régiment ont mis 10 ans à perfectionner contre les insurgés du Liptako. Le 13 mars 2026, soit 2 semaines exactement avant l'annonce officielle du déploiement opérationnel sur la base Emirassi, le service communication du 5e régiment d'hélicoptères de combat publie sur ses canaux officiels une vidéo absolument spectaculaire. Les images montrent un Tigre français en plein exercice de tir réel, son canon de 30 mm crachant un torrent de feu sur des cibles aériennes, simulant le profil de vol lent et régulier des engins iraniens. Les drones cibles sont littéralement vaporisés en plein vol, désintégrés en poussière de fibres de verre à chaque passe de l'hélicoptère provençal. Le message envoyé depuis Pau aux ayatollahs de Téhéran est limpide. La République française dispose désormais d'une arme parfaitement calibrée pour anéantir systématiquement tout ce que l'industrie militaire iranienne pourra envoyer contre les installations occidentales du golfe Persique. Et cette arme a été développée discrètement pendant des mois entiers d'entraînement intensif dans le secret absolu des bases militaires françaises, avant d'être révélée au monde au moment précis où elle allait être engagée en opération réelle. Le ridicule de la situation iranienne devient alors absolument cosmique. Une nation qui a investi pendant des décennies des milliards de dollars dans le développement de son arsenal de drones suicides, qui a humilié plusieurs voisins arabes avec ses essaims de Shahed 136, qui a pratiquement vidé les stocks de missiles intercepteurs américains et israéliens dans une guerre d'usure économique, se retrouve soudainement parée par la simple présence de 4 hélicoptères français dans le ciel d'Abu Dhabi. 4 appareils, 4 canons 30 mm, 4 équipages d'élite formés par 10 années de combat dans les conditions les plus dures de la planète. Et la machine de guerre iranienne, fierté du régime des Mollahs, est neutralisée comme un essaim de moustiques face à un lance-flamme provençal. Et ce n'est pourtant que le début de la Révolution française.
car la machine actuellement déployée dans les sables émiratis n'est qu'une étape vers une transformation encore plus ambitieuse de l'aviation légère nationale. La modernisation finale, baptisée Mark III, va totalement réinventer la capacité opérationnelle du Tigre. Un contrat signé le 11 novembre 2020 avec le consortium européen MBDA prévoit la livraison de 500 exemplaires du nouveau missile air-sol tactique Acheron LP, un projectile capable de frapper une cible mobile à plusieurs dizaines de kilomètres avec une précision submétrique. La machine sera également connectée au système de combat terrestre français Scorpion et pourra contrôler directement des essaims de petits drones de reconnaissance grâce au concept absolument révolutionnaire du Manned-Unmanned Teaming, dans lequel le pilote français du Tigre commande en temps réel des appareils sans équipage qu'il envoie en éclaireur plusieurs kilomètres devant lui. Le système de navigation embarqué sera enfin synchronisé sur la constellation satellite européenne Galileo, ce qui libérera définitivement l'aviation légère française de toute dépendance envers le Global Positioning System américain. Plus jamais Washington ne pourra exercer la moindre pression technologique sur les pilotes provençaux. La souveraineté française dans les airs sera totale et absolue. Les plans actuels du ministère des Armées prévoient un maintien en service opérationnel de la machine bien au-delà de l'année 2050. 40 ans après son premier vol au-dessus de Marignane, le fleuron de l'aviation légère française continuera de patrouiller au-dessus de tous les théâtres d'opérations majeurs de la planète, défendant les intérêts de la République sur 3 continents simultanément, pendant que la plupart des enfants français actuellement à l'école primaire termineront leur carrière professionnelle. La domination technologique française dans le domaine de l'hélicoptère de combat est désormais établie pour le siècle entier. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de partager votre opinion dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines aventures de la puissance militaire française. À très bientôt pour une nouvelle histoire.